Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Dans ce troisième chapitre du cours de mécanique de la rupture et fatigue, on va s'intéresser à la mécanique linéaire de la rupture. Donc, nous allons faire une introduction à la mécanique linéaire de la rupture et plus précisément, on va s'intéresser à la zone plastique en fond de fissure. Donc, le cours comprend une introduction à la mécanique non linéaire de la rupture, ensuite une partie réservée à l'évaluation de la zone plastique par les modèles d'Irwin et de Lugdal qui sont très utilisés. Et enfin, on va présenter à la fin un critère de rupture basé sur l'ouverture de fissures. Rappelez-vous, en chapitre 1, on a donné deux critères de rupture basés sur le facteur d'intensité de contrainte et du taux de restitution d'énergie de Griffith. On va ajouter un troisième critère qui est basé sur l'ouverture du fond de fissure. Alors, on a vu au chapitre 1, au chapitre 2 plutôt, consacré à la mécanique linéaire de la rupture, que l'analyse linéaire élastique en mécanique de la rupture s'applique seulement pour les matériaux fragiles. Donc, pour les matériaux fragiles tels que les céramiques, la fonte, le verre. Donc, les lois de la mécanique linéaire de la rupture s'appliquent correctement parce que, en fond d'entaille, au fond de la fissure, la zone plastique est une zone confinée très restreinte dont le rayon est très faible par rapport à la taille de la fissure. Dans la plupart des cas, il existe des déformations plastiques au voisinage du fond de fissure. Bien sûr, au voisinage du fond de fissure, nous avons des concentrations de contraintes qui sont importantes et donc nous avons des zones de glissement qui induisent de la plasticité et donc une zone de plastification. Et cette zone de plastification va faire que les relations de la mécanique linéaire de la rupture ne restent plus valables dans cette zone-là. Donc, on va supposer que la zone singulière dominante à l'intérieur du cercle de rayon D autour du fond de la fissure. Donc, on va supposer que la zone singulière où les contraintes sont proportionnelles à 1 sur racine de R et c'est la zone représentée par le cercle de rayon D. Donc, ici, les lois de la mécanique linéaire de la rupture s'appliquent. Et on va supposer que la région de confinement plastique est représentée par le cercle de rayon R. Ça veut dire que ce cercle-là jaune, c'est la zone où nous avons des glissements, des plans de glissement et de la plasticité. Maintenant, si le rayon R, où il y a plasticité, la zone plastique, est très faible par rapport à la région singulière où la solution singulière est dominante, nous pouvons dire que la solution est dominée par le facteur d'intensité de contrainte et les lois de la mécanique linéaire du chapitre 2 restent valables. Maintenant, si R est important, il faut tenir compte de la plastification locale. Donc, la première approche consiste à estimer le rayon de la zone plastique et ensuite à voir comment on va traiter cette zone plastique. Donc, dans la plupart des cas, la zone plastique est ajoutée. Ça veut dire on va estimer le rayon de la zone plastique. Ensuite, on va corriger la longueur de la fissure en y ajoutant le rayon de la zone plastique et faire en sorte que, comme si la fissure s'étendait jusqu'à la fin de la zone plastique. Donc, maintenant, on va essayer d'approximer ou bien d'évaluer le rayon de la zone plastique pour déterminer si on reste dans les relations, si les relations du chapitre 2 mécanique linéaire restent valables ou bien s'il faut adopter une autre approche propre à la mécanique non linéaire de la rupture. Alors, évaluation de la zone plastique, on va commencer par l'évaluation par la méthode d'approcher. Donc, l'idée générale consiste à déterminer le lieu géométrique des points où le champ des contraintes vérifie la limite élastique. La méthode est approximative et permet d'évaluer la taille de la zone plastique. Donc, on va prendre le champ des contraintes au voisinage du fond de fissure. Donc, ici, j'ai une fissure ouverte en mode 1. Je mets un repère centré sur la fissure et je vais voir, donc je vais utiliser les lois de la mécanique linéaire de la rupture au voisinage de la fissure. Donc le champ des contraintes
en 2D est donné par les relations suivantes. Sigma 1, sigma 2. Donc en coordonnées polaires, donc il dépend de la position de l'angle θ qui définit la position et le rayon. Si on prend un point M de la pointe de la fissure, donc le point M est représenté par ces coordonnées polaires R et θ. Donc et vous voyez que dans ces deux formules-là, il y a le facteur d'intensité de contrainte. Les contraintes sont singulières puisqu'elles dépendent de 1 sur R et nous avons les fonctions de θ qui définissent l'évolution du sigma 1, sigma 2 en fonction de θ. Maintenant, on va considérer un critère de plasticité. Donc, on considère que la contrainte sigma 2, c'est la contrainte de traction. Vérifiez le critère de von Mises. Donc, on va prendre comme critère de plasticité le critère de von Mises que vous avez déjà vu en cours de plasticité. Et ce critère-là s'écrit en fonction des contraintes principales, les contraintes principales du tenseur des contraintes. Sigma 1 moins sigma 2 au carré plus sigma 2 moins sigma 3 au carré plus sigma 3 moins sigma au carré égale à 2 fois la limite élastique au carré. Donc sigma y étant la limite élastique du matériau. Donc si j'injecte sigma 1, sigma 2 dans cette relation-là et après simplification, je vais avoir le rayon de la zone plastique. Donc je dis que si j'ai plastification, si j'applique ce critère-là, ça implique que pour les rayons qui sont inférieurs à RP, j'ai une plastification. Donc, il vous suffit d'injecter sigma 1, sigma 2 dans cette relation, qui est le critère de von Mises, et de mettre R égale à RP, et vous obtenez RP qui dépend de θ, qui est égal à 1 sur 4 pi K1, le facteur d'intensité de contrainte en mode 1 sur la limite élastique au carré, 3 demi de sigma θ au carré plus 1 plus cosinus θ. Ça, c'est en contrainte plane. Maintenant, si je veux voir comment évolue, par exemple, comment évolue R, donc il suffit juste de tracer la courbe 3 demi sinus carré θ plus 1 plus cosinus θ qui va me donner le R sur cette valeur-là. Donc, cette valeur-là est une constante pour un matériau donné. Donc, je peux diviser RP par cette valeur-là et tracer la courbe 3 demi sinus carré θ plus 1 plus cos θ. Et vous pouvez remarquer que pour θ est égal à 0, donc pour θ est égal à 0, nous avons 2, donc 1 plus cosinus 0, ça fait 2, donc nous avons 1 sur 2 pi, K1 sur sigma y au carré. Donc θ égale à 0, on est sur l'axe des x. Donc le rayon plastique, quand on est sur l'axe des x, c'est 1 sur 2 pi, K1 sur sigma y au carré. Et pour connaître la valeur de RP maximale, il suffit de dériver cette fonction-là par rapport à θ et mettre la dérivée égale à 0 et vous allez avoir la valeur de θ qui donne le maximum de RP. Ceci en contrainte plane. Donc en déformation plane, bien sûr, les relations d'élasticité changent un peu et vous avez le rayon plastique qui est égal à 1 sur 4 pi K1 sur sigma y au carré. Donc nous avons toujours la valeur 1 sur 4 pi K1 sur sigma y au carré. 3 demi de sigma au carré θ plus 1 moins 2 nu, le coefficient de Poisson au carré, 1 plus cosinus θ. Et vous voyez que pour θ est égal à 0, donc RP de θ c'est 1 sur 4 pi K1 sur sigma y au carré fois 1 moins 2 nu au carré fois 2. Donc le 2 se simplifie et vous avez le nu qui intervient dans l'équation. Donc, si on essaye pour θ égale 0, donc quand on est sur l'axe des x, donc la zone plastique est donnée pour les contraintes planes 1 sur 2 pi K1 sur sigma y au carré. Et pour les déformations planes, en prenant un nu qui est égal à 1 tiers, ce qui est le cas de la plupart des métaux, pratiquement. Donc, nous avons 1 sur 18 pi K1 sur sigma y au carré. Et vous pouvez voir que la taille de la zone plastique en contrainte plane est pratiquement 9 fois plus grande que celle obtenue en déformation plane. Ceci est justifié parce que en contrainte plane, la plaque est mince, donc la plasticité se propage en surface. Donc vous avez un rayon plastique qui est supérieur à celui obtenu en déformation plane. Par contre, en déformation plane, la plasticité se propage en profondeur et moins en surface. Donc vous avez
un rayon plastique qui est inférieur automatiquement. Donc ceci se traduit si on trace ceci, et on peut le voir sur le graphe du tracé des deux fonctions. Donc le rayon de la zone plastique en fonction de θ, en contrainte plane et en déformation plane pour nu égale un tiers. Et vous pouvez voir que le tracé en rouge, c'est le rayon plastique en déformation plane, et le tracé en bleu, c'est le rayon plastique en contrainte plane, bien sûr. En déformation plane, n'oubliez pas que nu est égal à 1 tiers. Donc, vous pouvez voir que en contrainte plane, puisque la plaque est mince, la zone plastique est beaucoup plus importante. Et pour θ égale à 0, le rayon de la zone plastique est 9 fois plus grand que celui en contrainte plane et 9 fois plus grand que celui en déformation plane. Voilà. Alors, on va maintenant, ceci pour la méthode approchée, donc je reviens en arrière, on a pour la méthode approchée en contrainte plane, RP c'est 1 sur 2 pi K1 sur sigma y au carré. Donc il dépend du facteur d'intensité de contrainte en mode 1 et de la limite élastique. La même chose en déformation plane, il dépend de nu, du facteur d'intensité de contrainte en mode 1 et de la limite d'élasticité. Ceci pour la méthode approchée en utilisant le champ, nous avons utilisé le champ des contraintes au voisinage du fond de fissure. Une autre approche pour évaluer la taille de la zone plastique est le modèle d'Irwin. Celui-ci, en 1960, proposait un modèle pour évaluer la taille de la zone plastique en considérant les hypothèses suivantes. Un matériau élastique plastique parfait, ça veut dire que la loi de comportement du matériau comporte une partie linéaire correspondant à la partie élastique et un palier horizontal correspondant à la plasticité, et ça veut dire que le matériau n'est pas écrouissable. L'hypothèse des contraintes planes, donc le modèle a été développé pour les contraintes planes, ensuite il a été étendu pour les déformations planes, et Irwin a considéré l'évolution de sigma y le long de l'axe de la fissure. Ça veut dire que pour θ égale 0, on sait que la contrainte verticale, ou bien la contrainte de traction qui sert à l'ouverture de la fissure, elle est singulière en 1 sur racine de x, et s'écrit K1, le facteur d'intensité de contrainte en mode 1 sur racine de 2πx. Donc maintenant, on sait que d'après la méthode approchée, le rayon plastique pour θ égale 0, c'est 1 sur 2π K1 sur sigma y, la limite d'élasticité, au carré. Donc le modèle d'Irwin, puis Irwin a vu que pour x compris entre 0 et R1, la contrainte était constante puisque le matériau, il suppose que la contrainte est constante puisque le matériau est élastique parfaitement plastique. Donc, en s'approchant de la pointe de la fissure, la contrainte sigma y augmente jusqu'à atteindre la limite d'élasticité sigma y. Ensuite, elle reste constante. Sachant que pour x supérieur à R1, donc, elle suit la forme, la solution singulière en 1 sur racine de x. Maintenant, sachant que Irwin, en supposant que la contrainte est constante entre R1 et la pointe de la fissure, donc il va éliminer la zone de la courbe hachurée en vert. Donc, afin de résoudre ceci, donc comme il va supprimer une partie de la contrainte sigma y, donc il va violer l'équation d'équilibre. Donc ceci, donc, comme sigma y est constante pour R inférieur à R1, la zone en vert, donc violation de l'équilibre suivant l'axe Y. Donc, qu'est-ce qui s'est dit? Pour rétablir l'équilibre, on va intégrer l'air sur la courbe pour cette zone verte et on va l'ajouter à la courbe sigma y. Donc, on va le joindre à la courbe sigma y. Donc, en quelque sorte, il va décaler la courbe sigma y vers la droite. Donc, et il va ajouter cette aire-là. Donc, il va dire que cette aire-là, ça va être égal à cette aire-là. Donc, en décalant la courbe vers la droite, il va dire que l'intégrale de 0 à R1, ça veut dire tout cette aire-là, ça va être égal deux fois l'aire de ce rectangle-là. Voilà. Donc, il va prendre l'aire sous la courbe compris entre 0 et R1, donc tout cette aire-là. Donc, ce rectangle-là, plus la partie verte, il va dire que ça va être égal à ce rectangle-là, qui est égal à deux fois
deux fois la surface supprimée. Donc, en intégrant sigma y entre 0 et R1, donc on va dire que cette intégrale-là, ça va être 2 fois sigma y R1. Ça va lui donner la correction. Donc, la correction d'Irwin, ça va être de R1, puisqu'il va déplacer la courbe vers la droite, et il aura comme zone plastique la zone étendue de A à B. Toute la zone étendue de A à B, donc ce rectangle-là va se déplacer vers la droite, et il aura une zone plastifiée, donc qui est égale au rectangle, à ce rectangle-là. Donc, pour satisfaire l'équilibre, la fissure doit s'allonger de R1. L'air en dessous de la courbe ABCD doit être égal à l'air sous la courbe sigma y égale à K1 sur racine de πx. Donc, la résolution de l'intégrale, de cette intégrale-là, de cette équation-là, qui est l'intégrale de 0 à R1 de K1 sur racine de πx dx, doit être égale à 2 fois sigma y R1, ça veut dire ce rectangle-là. Donc, c'est une intégrale simple en 1 sur racine de x. Et si vous résolvez ça, vous allez voir que la correction qui est 2 fois R1, donc 2 fois R1, c'est 1 sur pi K1 sur sigma y au carré. Et ça s'appelle la correction d'Irwin. Donc, son symbole c'est C, parce que Irwin, dans son article original, il a utilisé cette lettre pour indiquer que c'est une correction. Donc, la longueur de la fissure, ça va être A plus A sur 2. Donc, il va ajouter une correction de A sur 2 de ce côté-là et une autre correction de A sur 2 de l'autre côté de la fissure, à l'autre pointe de la fissure. Le modèle d'Irwin donne une longueur de correction 2 fois plus importante que la méthode approchée. Donc, en résumé, en contrainte plane, la méthode approchée nous donne comme rayon de la zone plastique 1 sur 2 pi K1 sur sigma y au carré. Et le modèle d'Irwin nous donne 1 sur pi K1 sur sigma y au carré qui est 2 fois la valeur de la méthode approchée. Sachant que ce rayon-là est obtenu pour θ égale à 0. Ça veut dire on est sur l'axe des x. Et en déformation plane, la méthode approchée nous donne 1 sur 18 pi K1 sur sigma y au carré. Et le modèle d'Irwin nous donne 1 sur 3 pi K1 sur sigma y au carré. Alors, maintenant on va définir un nouveau paramètre qui est important pour la fissuration. La fissuration, c'est l'ouverture de la fissure. Donc, la fissure en mode 1, la fissure a tendance à s'ouvrir. Donc, la pointe de la fissure, comme il y a une plasticité à la pointe de la fissure et que le matériau va s'émousser, donc il va devenir tendre, si on peut dire, au voisinage de la fissure. Donc, la pointe de la fissure va s'ouvrir et on va avoir ici une ouverture. Donc, si on prend le champ de déplacement qui est centré sur le repère OX, OY et qu'on calcule l'ouverture au point X est égal à, là c'est X est égal à A pour la taille de la fissure. Et si on veut calculer ça avec la correction, ça va être A plus C. Donc, on reprend les formules pour le champ des déplacements. Donc, le déplacement vertical de la lèvre de la fissure, la lèvre supérieure ou bien la lèvre inférieure, V de x est égal kappa plus 1 sur 4 mu, mu étant le module de cisaillement, et kappa c'est un paramètre qui s'écrit en fonction du coefficient de Poisson et qui est différent selon le cas qu'on est en contrainte plane ou bien en déformation plane. A multiplié par sigma racine de A au carré moins x au carré. Remarquez ici, donc, lorsque x est égal à 0, on est au milieu de la fissure. Et lorsque x est égal à A, on est à la pointe de la fissure. Donc, sachant que x est compris entre moins A et A, pour que la valeur sous la racine reste positive. Ce qui donne, donc, si on introduit la correction, donc 2 fois l'ouverture de la fissure, donc ici, nous avons 2 fois, puisque vous avez la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Donc, delta l'ouverture de la pointe de la fissure, qu'on appelle en anglais the crack opening displacement, ça veut dire le déplacement ou l'ouverture de la pointe de la fissure. Crack opening displacement, donc delta égale 2V égale kappa plus 1 sur 2 mu, sigma racine de A plus C sur 2 au carré moins A au carré. Et en contrainte plane, on obtient delta égale 4 sur pi fois le module de Young K1 au carré sur sigma y. Et en déformation plane, delta égale 4, 1 moins nu au carré sur 3 pi module de Young K1 au carré sur sigma y. Et ce paramètre-là, on va voir que
on peut l'utiliser comme un critère de propagation de fissure. Ça veut dire on va définir un delta critique au-delà duquel la fissure a tendance à se propager. Maintenant, avant de parler du paramètre delta, l'ouverture de la fissure qui est maintenant considérée comme un critère de rupture, on va d'abord parler de façon brève du modèle de Dugdale. Alors, le modèle de Dugdale a été développé pour les plaques très minces, faites d'un matériau élastique, plastique parfait. Ça veut dire que le même matériau, la même hypothèse utilisée par Irwin. Au lieu d'utiliser le critère de von Mises pour la plasticité, Dugdale a utilisé le critère de Tresca. Là, il a supposé que la plasticité est centrée le long de l'axe de la fissure, ça veut dire le long de l'axe X. Il montre dans un article publié que j'ai mis sur la plateforme modèle que vous pouvez consulter que la correction de la longueur de la correction est égale à pi sur 8 K1 sur sigma y au carré, ceci pour les plaques très minces en utilisant le critère de Tresca, et que l'ouverture de la fissure en fond d'entaille c'est K1 au carré sur E sigma y. Et vous pouvez comparer ces deux valeurs avec les valeurs déjà obtenues. Par exemple, pour le modèle d'Irwin, c'était 4 sur pi, et là nous avons pi sur, pour le delta, on a 4 sur pi, alors que pour le modèle de Dugdale, c'était 1. Donc, 4 sur pi, c'est 1, quelque chose. Donc, on va dire que l'ouverture pour le modèle d'Irwin est supérieure à l'ouverture pour le modèle de Dugdale. La même chose, la correction ici, le coefficient c'est pi sur 8. Alors que pour le modèle d'Irwin, on avait 1 sur pi comme coefficient. Voilà. Maintenant, revenons aux critères basés sur l'ouverture de la fissure. The crack opening displacement. Donc, introduit par Wells et Cottrell en 1961. Donc, c'est ce critère-là, il dit qu'on a la fissure en présence de plasticité. La fissure a tendance à évoluer lorsque delta dépasse une certaine valeur appelée delta critique, qui est un modèle en quelque sorte une forme de ténacité du matériau, puisqu'au-delà de delta critique, la fissure s'ouvre ou bien se propage. Le modèle d'Irwin donne en contrainte plane un delta critique qui est égal à 4 sur pi k. K c'est la ténacité au carré sur E fois la limite élastique. Et le modèle de Dugdale, vous avez delta c qui est égal à kc au carré sur E sigma y. En effet, on prend l'ouverture de fissure, il suffit juste de mettre ici l'indice critique et de remplacer le K par le K critique. Donc, d'après le chapitre 1, nous avons vu qu'en contrainte plane, le taux de restitution d'énergie ou bien d'énergie de surface critique de Griffith s'écrivait comme K1 au carré sur E. Donc, vous pouvez mettre ici critique et la ténacité K1 critique. Donc, G1 égale K1 au carré sur E. Donc, je peux écrire, on remplace par exemple K1 au carré par G fois E. Ici par G fois E. Et j'obtiens d'après le modèle d'Irwin que le taux de restitution d'énergie de Griffith, c'est pi sur 4 fois la limite élastique fois l'ouverture de la fissure delta. Et pour le modèle de Dugdale, c'est tout simplement la limite élastique fois l'ouverture du fond de fissure. Donc, le taux de restitution d'énergie de Griffith est proportionnel à l'ouverture de la fissure. Ça veut dire que si on a un appareil qui permet de mesurer l'ouverture du fond de fissure, nous pouvons évaluer directement le taux de restitution d'énergie en utilisant ces deux formules valables pour les contraintes planes. Donc, ceci termine ce chapitre dans lequel nous avons vu 3 types d'approches pour évaluer la taille de la zone plastique en fond d'entaille. Donc, la méthode approchée, le modèle d'Irwin et le modèle de Dugdale. Et nous avons introduit un critère de rupture appelé le crack opening displacement ou bien le déplacement au fond d'entaille qu'on a pu relier directement au taux de restitution d'énergie de Griffith. Donc, si on a le taux de restitution, si on a le G de Griffith, on peut calculer delta. Et on peut inversement, si on a de delta, on peut calculer G. Et on peut calculer aussi la ténacité du matériau K1. Voilà, ceci termine le chapitre de mécanique non linéaire de la rupture. Merci pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.